Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo hebdomadaire. Nous sommes le lundi 8 mars 2021 et aujourd'hui nous allons aborder la stagflation. La stagflation est-elle un réel risque, notamment pour les indices? On va essayer de répondre à cette question, donc on va clarifier ce terme de stagflation. On va parler d'une certaine courbe, la courbe de Phillips, et on va aborder par la suite quelques indices, notamment le Nasdaq et le S&P 500. Nous allons terminer cette présentation par une rapide revue des matières premières. On va essayer de trouver des matières premières avec des évaluations plutôt faibles et qui pourraient progresser par la suite. Avant de débuter par les principales nouvelles, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal. Nous allons donc enchaîner sur les principales nouvelles. Tout d'abord, le Brent et le WTI qui ont explosé à la hausse après donc ces attaques de drones en Arabie Saoudite qui ont ajouté donc une pression supplémentaire concernant l'inflation. Car qui dit hausse des pétroles dit donc une pression supplémentaire inflationniste. On a pris connaissance d'un rapport NFP très satisfaisant aux États-Unis malgré la baisse, malgré le rapport de l'ADP décevant. Pareil pour l'ISM. Il faut garder à l'esprit que le NFP est très volatile. Il peut surprendre à la hausse un mois et le mois d'après, il peut décevoir. Alors, ce début de semaine a vu une ouverture plutôt mitigée des différents indices. On oscille entre hausse et baisse. Après ce rebond de vendredi, à l'heure actuelle, le 10 ans américain est aux portes des 1,60%, aux alentours même des 1,59%, peut-être vers une nouvelle hausse. Alors, quels sont les événements clés de la semaine? Tout d'abord, l'inflation américaine mercredi. Ce sera très certainement décisif, étant donné que c'est le thème qui domine les marchés depuis plusieurs semaines maintenant. On aura par la suite la réunion de la BCE qui est prévue pour ce jeudi. Voilà concernant donc le rapport NFP aux États-Unis, une belle hausse, mais on est tout de même bien en dessous des niveaux d'avant la pandémie que l'on retrouvera ici avec cette baisse massive. Certes, on s'est redressé, mais on ne retrouve pas les niveaux d'avant coronavirus. Nous allons passer sur le focus de la semaine. La stagflation est-elle un risque réel? Alors oui, c'est un risque réel, mais avant cela, il faudrait comprendre ce qu'est cette stagflation. Et pour cela, on va parler d'un concept macroéconomique. Et donc, je vais essayer d'être le plus simple possible. Le but n'étant pas de maîtriser parfaitement ce modèle, mais juste de le comprendre pour comprendre pourquoi il y a un réel risque qui pèse sur l'économie à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que la stagflation? Tout simplement, c'est la combinaison d'inflation et de stagnation. C'est extrêmement défavorable pour les actions. Ceci étant dit, on va se concentrer maintenant sur le graphique de droite. Un graphique de droite qui met en relation le taux de chômage en bas, en abscisse, et l'inflation en ordonnée. Alors que nous dit ce graphique? On va se concentrer d'abord sur les courbes bleues. On va garder que cette première courbe bleue. Selon ce graphique et cette courbe bleue il existe donc une relation entre le chômage que l'on retrouve en bas et l'inflation. Alors, comment expliquer justement cette relation? Tout simplement lorsque le taux de chômage est bas, on va imaginer à ce niveau-là, les salariés sont poussés à renégocier leur salaire à la hausse. Lorsqu'ils parviennent à négocier leur salaire à la hausse, cela génère un coût, ça accroît les coûts de production des entreprises. Les entreprises vont donc être contraintes de rehausser leurs prix pour faire répercuter ces coûts-là sur les consommateurs, ce qui leur permet de restaurer leur marge bénéficiaire. Donc c'est comme ça qu'on explique cette relation. C'est pas ce taux d'emploi, ce taux de chômage qui est bas, qui pousse les employés à renégocier leur salaire, un coût pour les entreprises qui va se répercuter sur les consommateurs. Donc taux de chômage bas, si on se reporte sur cette courbe, ça équivaut à une inflation élevée car les entreprises ont répercuté justement ce coût supplémentaire du salaire de leurs employés sur les consommateurs. Donc voilà comment on explique cette courbe de court terme qu'on appelle la courbe de Phillips, qui est très importante. Mais il faut savoir qu'il y a deux interprétations à cette courbe. La première, c'est celle que l'on vient de décrire à l'instant, c'est ce que l'on appelle l'interprétation keynésienne, donc un lien très fort
entre la croissance des salaires et donc entre le taux de chômage et l'inflation, et il y a une seconde interprétation que l'on appelle l'interprétation monétariste. C'est une interprétation de plus long terme. Selon cette interprétation, le taux de chômage ne dépend pas, il n'y a aucun lien entre le chômage et le taux d'inflation. Donc d'un point de vue graphique, c'est simplement cette courbe rouge et donc aucun lien entre inflation et taux de chômage. C'est une vision de long terme. Selon cette vision monétariste, il y a un taux de chômage d'équilibre de long terme. C'est ce qu'on appelle le chômage naturel ou bien structurel. Donc, la courbe, la relation selon eux est une courbe verticale, selon les monétaristes, selon les keynésiens, elle est incurvée et donc il existe une relation. Pour les monétaristes, c'est la courbe en rouge, il n'y a aucune relation entre taux de chômage et inflation. Et donc c'est ce qu'ils appellent le taux de chômage naturel. C'est la somme tout simplement de l'inadaptation de certains individus, du chômage frictionnel et du chômage volontaire. Donc pas de lien, selon eux, en taux de chômage et inflation, comme pour les keynésiens, il y a un lien évident. Et donc, il y a une décennie en particulier qui a mis à mal cette vision justement keynésienne de lien entre taux de chômage, donc croissance du salaire nominal, parce que souvenez-vous, lorsque le taux de chômage baisse, les employés négocient leur salaire, les coûts sont répercutés sur les consommateurs à cause de l'inflation. Et donc, ce raisonnement a été mis à mal justement par la stagflation des années 70. Et ça a confirmé la vision monétariste. Pourquoi? Car il y avait un chômage élevé, donc on était de ce côté-là du chômage à des niveaux plutôt élevés, vers la droite, avec une forte inflation. Donc on n'était plus sur cette courbe, car selon cette courbe, avec un chômage élevé, on a une inflation faible. Lorsque l'on projette un chômage élevé sur la courbe de Phillips, on obtient une inflation faible. Donc les années 70 ont mis à mal justement cette relation, et donc Friedman, qui est un monétariste extrêmement connu avec diverses théories macroéconomiques, a donc dit qu'il existait donc un taux de chômage naturel, et sur le long terme, selon lui, selon Friedman, la courbe inflation-chômage est verticale. Donc voilà pour cette petite parenthèse, en quoi ça nous concerne, parce que effectivement, selon la politique keynésienne, hein, donc ceux qui sont partisans de cette courbe de Phillips, une intervention monétaire permet donc d'agir sur, comment dire, sur l'inflation. Comment on peut expliquer ce lien? Tout simplement, lorsqu'il y a une inflation trop élevée, la banque centrale va ralentir l'économie. Donc on va imaginer cette situation, nous avons un taux d'inflation extrêmement élevé, donc nous avons donc un taux de chômage très bas, et donc la banque centrale va ralentir l'économie, augmenter le taux de chômage pour baisser l'inflation. Et donc tout cela, ça a mis à mal justement cette vision de l'intervention monétaire, car au vu de ce qui s'est passé sur les années 70 et de la théorie de Friedman, l'intervention monétaire ne modifie pas sur le long terme le niveau de chômage. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair à ce sujet-là. Donc, c'est important pour le prochain slide et important pour comprendre justement quel est le danger de cette stagflation. On passe à présent à des années plus récentes. On va parler de 2009, on va parler de 2010-2019, car effectivement les années 70 sont derrière nous. On voit ici dans les années 2000 à 2009, on pouvait à court terme en tout cas envisager cette vision keynésienne. Ici on retrouve le taux de chômage en bas, en abscisse, en ordonnée, on retrouve l'inflation. Ici on voit que l'on a une inflation élevée et un taux de chômage bas. Ça correspond tout à fait à cette courbe de Phillips, hein, une inflation élevée, un taux de chômage bas. Cependant, ça marche beaucoup moins bien pour les années 2010-2019. Ici, on retrouvera par exemple un taux de chômage faible avec une inflation relativement faible. Donc à présent, si cette relation entre inflation et croissance économique ne fonctionne plus, et qu'on a eu une croissance solide et une faible inflation pendant de nombreuses années, on pourrait voir un inversement de cette situation, c'est-à-dire une croissance économique
médiocre et donc se situer ici par rapport à 2010-2019. Ici, on a une situation économique médiocre avec un taux de chômage élevé et une inflation élevée. Donc prudence, on était ici probablement, c'est-à-dire que l'on avait donc une croissance solide, donc un chômage faible et une inflation relativement faible, on pourrait se retrouver avec la situation inverse. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, car effectivement, si cette courbe de Phillips, cette courbe de court terme, cette vision keynésienne ne fonctionne plus, ce scénario de stagflation semble tout à fait possible. Où en est-on actuellement? Nous avons des données concernant l'inflation qui seront pricées. Pour le moment, le consensus prévoyait une forte reprise économique et une faible inflation. La Réserve fédérale américaine a essayé de convaincre les marchés que cela était justement le scénario de base, mais on a pu constater qu'il y a des risques inflationnistes qui sont en train de se concrétiser, qui sont de plus en plus importants. Il faut savoir que pour l'heure, les banques centrales sont en train de l'ignorer. Elles pourraient continuer de le faire et renforcer leur programme d'achat d'actifs pour freiner la hausse des rendements, ce qui gonflerait davantage les valorisations. Et c'est ce qui nous intéresse justement. Et si elles sont dans le tort, si elles se trompent, les conséquences pourraient être dramatiques. Alors, certes, la stimulation renforce la croissance économique à court terme, mais si la politique monétaire est resserrée, l'économie mondiale se retrouvera avec une très faible croissance et une inflation élevé, et c'est cette situation, c'est ce scénario qui pourrait être un réel danger, ce scénario de stagflation, très peu probable pour le moment, mais un scénario que l'on doit garder en tête. Et en tout cas, la Réserve fédérale américaine a essayé de faire croire qu'il n'y aurait pas d'inflation, pas d'accélération inflationniste. On a pris connaissance de certaines données. On regarde ici cet indice ISM des prix aux États-Unis en nette hausse, et c'est ce qui a justement été source d'anxiété pour les investisseurs. Donc l'inflation, c'est vraiment le thème majeur sur les marchés, et c'est justement pour cela que nous avons des hausses de rendement, que nous avons des replis actuellement sur Wall Street. Mais est-ce que ces replis justement ont pris fin? Est-ce qu'on pourrait constater un repli, un approfondissement des baisses actuelles? On va s'intéresser dans un premier temps au Nasdaq. C'est plutôt mitigé selon la méthode que l'on va utiliser. On va s'intéresser par la suite au S&P 500. On va regarder plusieurs indicateurs. D'abord, on s'intéresse à quelque chose de très facile, l'overbalance. Selon l'overbalance, les replis et les hausses sont donc d'amplitude similaire. Et si on se base sur ce repli-là, d'un point de vue graphique, ça semble assez évident. Le repli du Nasdaq est terminé. Si on venait à répliquer l'amplitude de cette baisse, on pourrait arriver donc comment dire, à la conclusion que la baisse est terminée, qu'on pourrait soit constater une période de range, soit même une reprise haussière. Il faut savoir que suite à la hausse des rendements américains, actuellement à 1,590%, les valeurs technologiques ont été les plus impactées. Pourquoi? Parce qu'une hausse des rendements implique que la valeur actuelle des bénéfices futurs est plus faible. Donc voilà pourquoi les valeurs technologiques sont frappées de plein fouet. Ça, c'est pour l'overbalance. On va s'intéresser à présent à Ichimoku. Ichimoku, c'est un peu plus contrasté. Alors ici, nous en avons parlé en Good Morning Market. On a eu une traversée du nuage. C'est un premier signal baissier, mais on a un élément qui nous embête. Ce filtre Ichimoku, justement, la Chikou Span, que j'appelle aussi lagging span, qui a rencontré un obstacle de taille. Le nuage, elle a rebondi dessus une première fois. Elle repart à l'attaque une seconde fois. Pour le moment, le Nasdaq semble se retirer. Il repart à la hausse. C'est donc une lagging span qui s'éloigne davantage du nuage. Donc c'est contrasté d'un point de vue Ichimoku. L'overbalance est sans appel. Si on venait à répliquer le précédent repli que l'on retrouve ici, la baisse est terminée sur le Nasdaq. Selon Ichimoku, si on pourrait éventuellement entrer dans le nuage, dans une période de consolidation, et à la sortie du nuage, on pourrait reprendre le mouvement baissier, ou éventuellement on pourrait repartir à la hausse. Et on le voit, concernant la lagging span, il y a énormément de marge de manœuvre à la hausse. Cela impliquerait un retour en direction de la Kijun ici pour les prix, et donc une réintégration du nuage. On pourrait même longer le nuage en journalier ici pour tenter d'en sortir. Donc deux scénarios d'un point de vue Ichimoku, c'est plutôt mitigé, moins tranché que la méthodologie overbalance. On garde tout de même en tête les différents scénarios. Voilà pour le Nasdaq. On s'intéresse à présent au S&P 500, différents
indicateurs. Tout d'abord, indicateurs de momentum, notamment le RSI, qui ne montre pas une situation de survente, hein. Il faudrait se replier en direction de cette zone en jaune. Donc pour le moment, visiblement, il y a encore une certaine marge de manœuvre selon le RSI. Alors, l'enquête, toujours sur le S&P 500. On continue, on va passer au Nasdaq pour parler du ratio put-call. Concernant l'enquête sur les sentiments des investisseurs, on est toujours relativement haut, on a réussi à rebondir et voici la zone que l'on pourrait atteindre. Donc on a encore une marge de manœuvre même à ce niveau-là. Concernant la déviation par rapport à la moyenne mobile 100 jours, l'écart par rapport à cette moyenne mobile 100 jours, on est toujours relativement élevé. Il faudrait atteindre ce niveau-là, hein, pour donc toujours, encore une fois, même de ce point de vue-là, on a une certaine marge de manœuvre. Donc ça pousse à la prudence, ça ne tranche pas, quelle que soit donc la méthodologie que l'on utilise. On va s'intéresser à présent, toujours concernant le S&P 500 d'ailleurs, le ratio put-call. Alors ici, on est toujours très très bas à ce niveau-là. Alors, il y a eu une petite remontée qui vient nous rappeler la précédente, mais on n'est pas allé chercher des niveaux raisonnables concernant le ratio put-call. Donc, encore une fois, nous avons une certaine marge de manœuvre concernant le S&P 500 et on va terminer avec le VIX. Un VIX qui est certes reparti à la hausse, mais on pourrait davantage progresser par rapport au précédent pic. Donc plusieurs éléments laissent à penser qu'il y a encore une certaine marge de manœuvre. Bien entendu, cette semaine, les 2 semaines même à venir seront cruciales dans cette optique-là. On va terminer avec les matières premières. On a eu une belle hausse de matières premières. C'est ce que nous disent certains indices, hein, dont celui de Bloomberg que l'on va aborder. Mais est-ce qu'il reste encore des matières premières bon marché? Est-ce qu'il est encore temps d'entrer sur certaines matières premières à l'achat, d'investir dessus au vu des hausses qu'on a pu constater l'année dernière et en ce début d'année? On va s'intéresser en haut par l'indice Bloomberg des matières premières qui est à des niveaux relativement bas, hein. Malgré la belle reprise, on est à des niveaux très bas d'un point de vue historique. On peut même modérer, hein, cette hausse. Il ne faut pas se dire que c'est éventuellement un signal haussier de voir une telle hausse, que c'est un signal de reprise. On va s'intéresser à la méthodologie justement de calcul de cet indice Bloomberg sur les matières premières. Il y a des changements de pondération sur certains actifs au fil des années et il y a une énorme contribution des matières premières énergétiques qui représentent près de 30%. On le voit, la hausse considérable des pétroles est en partie responsable de la hausse de cet indice. On passe à un autre indice, le CRB. Lui, c'est une moyenne arithmétique des prix des matières premières. Il y a un rééquilibrage de cet indice, rééquilibrage mensuel et actuellement il y a une forte contribution des matières premières agricoles. Alors est-ce qu'il y a des matières premières qui ne se sont pas encore redressées? Est-ce que certaines matières premières nous offrent encore une marge de manœuvre à la hausse? Est-ce qu'on peut encore en profiter? On va essayer de regarder différents groupes de matières premières. On va terminer par des matières premières. Je vous le dis dès maintenant, hein, ce sont des métaux qui pourraient être très intéressants. Ça, ce sera pour le dernier slide. Mais d'ailleurs, petite vision d'ensemble, même sur des matières premières qu'on ne traite pas sur la plateforme de trading Xstation 5. On a d'abord le cours des bovins, donc c'est la ligne blanche. Ici, on commence par le premier graphique, le cours des bovins qui est en range depuis de nombreuses années, donc en évolution plutôt latérale, qui n'a pas augmenté, pas autant en tout cas que le prix du porc. On voit cette belle hausse en orange concernant les prix du porc quand les bovins peinent à sortir de leur range. Second groupe, on retrouve le palladium ici en jaune qui a été le grand gagnant, souvenez-vous, de 2019, mais on reste en range, hein, depuis plus d'1 an maintenant. En revanche, nous avons un platine qui a surperformé ici. On le retrouve en bleu. Donc le palladium pourrait être intéressant. On passe à présent à d'autres produits plutôt agricoles, hein. Nous avons le jus d'orange, hein, que l'on retrouve en vert, qui est à des niveaux extrêmement bas depuis maintenant longtemps, mais c'est la météo qui joue principalement, donc très difficile de se positionner. Nous avons le coton que l'on retrouve en gris, qui a pas mal augmenté ces derniers mois. Alors enfin, nous allons nous intéresser ici les cours des céréales et des graines oléagineuses. On a une belle augmentation
c'est ce que l'on retrouve ici en bleu, mais nous avons le blé, on le retrouve ici en violet, qui est bien loin de ses records historiques, quand les cours du soja ont flambé à la fin de l'année 2020. Donc le blé, on le surveille également, on l'a pas mal abordé pendant la vidéo hebdomadaire de matières premières et fondamentaux qui est publiée tous les mercredis. Et enfin, on va terminer avec le cacao que l'on retrouve en rouge, qui est en range depuis fort longtemps, de nombreuses années, alors que nous avons des cours du café et du sucre que l'on retrouve en orange qui sont en nette hausse. Alors il faut savoir que on est très loin des records concernant le cacao, donc nous en avons parlé la semaine dernière, il me semble. Ça pourrait être une matière première agricole assez intéressante. Mais ce qui va retenir notre attention, ce sont certains métaux principalement. Et nous avons tout d'abord les éléments des terres rares comme le lithium ou le cadmium qui reste également extrêmement bas. Et donc les métaux qui sont utilisés dans la production de batteries seront très recherchés dans les prochaines années, les 4 à 5 prochaines années, en raison des mutations de l'industrie automobile. Et donc cette forte demande pourrait affecter, pousser à la hausse le lithium, le cadmium, mais aussi le nickel, le cuivre ou même le platine et le palladium. Et c'est donc ce qui va nous intéresser. On va essayer de mettre un focus lors des prochaines semaines sur ces matières premières, car selon nous, au département recherche XTB, ce sont des matières premières qui pourraient surperformer sur le moyen terme, voire le long terme. Donc on va essayer de mettre l'accent dessus, sur le nickel, le platine, le palladium, des matières premières qui pourraient donc briller dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. On se retrouve dès demain matin. Pardon, à cette vidéo hebdomadaire. On se retrouve dès demain matin pour notre suivi quotidien, le Good Morning Market. Et donc mercredi, ce sera autour de la vidéo hebdomadaire sur les matières premières et les fondamentaux. Alors si vous avez des questions concernant la stagflation, la courbe de Phillips, n'hésitez pas à poser vos questions donc en commentaire. Vous pouvez également faire des recherches, c'est très intéressant ces concepts macroéconomiques, la vision, la théorie keynésienne, monétariste, sur les recherches notamment de Friedman et la macroéconomie. Donc c'est un domaine sur lequel il y a très souvent des articles, des avancées dans la recherche. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un domaine qui est passionnant. Il y a beaucoup d'histoires théoriques derrière et des recherches qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas, si cela vous intéresse, à creuser davantage ces sujets. Pour ma part, j'essaie de temps en temps de mettre quelques parenthèse théorique, si je puis dire, en essayant de simplifier les choses. Bien entendu, vous pourrez aller beaucoup plus loin en approfondissant vos recherches. Merci à tous, merci à toutes pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.